l'hybridation, ça va arriver, c'est en train d'arriver, et c'est sûr que des gens vont expérimenter l'hybridation sexuelle très vite, quoi. Si c'est pas déjà fait, d'ailleurs, je me demande. D'accord, je vous laisse aussi imaginer l'hybridation sexuelle. Rapidement, mais on peut se demander si finalement, au niveau des seins, alors j'ai perdu les mots, hein, il est trop tôt ce matin. Le silicone. Voilà, le silicone, si c'est pas une forme d'hybridation. Complètement, quoi. Ce qu'on appelle un cyborg, hein, c'est donc quelqu'un qui est... c'est un cybernetic organism, donc c'est un organisme vivant qui a rajouté quelque chose. Et le silicone, c'est rajouter quelque chose. Donc pour moi, ça rentre complètement dans la catégorie du cyborg. C'est un premier cyborg. Alors c'est une prothèse qui est pas fonctionnelle, qui est juste esthétique, ou pas d'ailleurs, chacun ses goûts. Mais c'est complètement une hybridation qui a tendance à caractère sexuel. Ça peut être aussi une réparation suite par exemple à un cancer ou des choses comme ça. C'est beaucoup mieux quand c'est comme ça. Sarah. Mais dans les modifications corporelles, puisqu'on en parle maintenant, il y a aussi de plus en plus de chirurgie plastique sexuelle, chez les hommes comme chez les femmes. De transformation de la vulve par exemple, parce qu'il faudrait qu'elle ressemble à celle d'une enfant. Ou toutes sortes de modifications corporelles au niveau sexuel pour augmenter les performances. La nymphoplastie, c'est ça, je crois. Ouais, qu'est-ce que ça dit de nous, ça, cette nymphoplastie, cette volonté sexuelle de la performance? Ça vous interpelle? Je sais pas si c'est la performance ou plus l'apparence en fait. Donc c'est une forme de performance, hein, mais il y a, ça interroge les canons de beauté, quoi, la mode en fait. C'est-à-dire qu'on est abreuvé d'images, d'icônes, en particulier sexuelles, qui sont assez normées. Alors ça va du mannequin qui défile, qui est hyper maigre, personne n'est maigre comme un mannequin, et c'est même maladif d'être bête comme ça. Néanmoins, c'est un canon de beauté qu'on nous impose. Et aujourd'hui, tout le monde, ou presque tout le monde, enfin, je ferai peut-être un sondage, voir si quelqu'un n'a jamais vu de porno dans cette salle. Mais tout le monde voit du porno dans lesquels il y a une certaine norme justement, et une norme, donc pour les seins on en a parlé, même si c'est un peu plus varié, et surtout pour le sexe féminin, c'est clair, hein, le sexe doit être très beau, très lisse, elles sont toutes comme ça, les actrices, dans la vraie vie elles sont pas toutes comme ça, et donc les jeunes qui grandissent avec ça, je pense qu'ils ont envie de ressembler dans une certaine mesure aux images auxquelles ils sont confrontés, ils tentent cette chose-là, qui coûte très cher, c'est un peu idiot moi je trouve. Mais... Qui n'a jamais vu de porno dans la salle ? Ouais, vous mentez. Je t'avais dit qu'il fallait projeter des choses. Oui, on va avoir un partenariat avec Marc Dorcel, puis il n'a pas pu venir. Mais moi, c'est en tant que traductrice que j'ai travaillé sur les espèces de sexbots. Parce que, par exemple, la fille automate, qui est une hybridation, mais une hybridation génétique, sans cybernétique, est faite pour être la geisha parfaite. Ou justement à nouveau dans l'anthologie des Utopiales il y a 2 ans, le modèle Mika était un robot sexuel avec accès à un réseau énorme d'amélioration continuelle, et à chaque fois se posait la question de l'abus, la question du viol et la question de la violence envers des êtres qu'on considère comme artificiels. Tu as parlé de geisha, dans l'art entre guillemets de la geisha, il n'y a pas simplement le côté sexuel, il y a aussi tout l'art de la conversation et de l'accompagnement. Oui, mais c'est un art de la soumission. C'est systématiquement un art de la soumission, un art de plaire et faire plaisir à l'homme. Donc ok, c'est plus un accompagnement avec débouché sur le sexe. Tu me disais avant de commencer que les poupées sexuelles ça date pas d'aujourd'hui, tu me parlais de femmes d'osier. La première fois qu'on voit ça apparaître, c'est un historien qui voit ça au XVIIIe siècle. Ce sont des marins hollandais qui ramènent d'Extrême-Orient des poupées de bambou qui étaient des espèces de pelochons entourés prenant une forme féminine, qui était soi-disant utilisé pour rafraîchir l'entrejambe dans les pays tropicaux, et que les marins hollandais vont améliorer justement pour devenir des dames de voyage pour les voyages au long cours. Et petit à petit, ça va s'améliorer, ça va être de plus en plus détaillé, de plus en plus féminin, jusqu'à
jusqu'à la fameuse histoire d'Oskar Kokoschka, qui fait fabriquer une poupée à l'effigie d'Alma Mahler qu'il a quittée, et qui devient vraiment une poupée sexuelle. Et on commence en 1920 à peu près à avoir des dames de voyage en caoutchouc avec des réactions, avec des sécrétions dès cette époque-là. Oui, là on parle de voyage, de cadre où il n'y a pas de femmes pour accompagner les marins, quoi. Oui. D'objets de substitution entre guillemets par manque. Est-ce que c'est ça qui change par rapport à ce qu'on a aujourd'hui avec ces robots sexuels, tu penses? Oui, ça devient quelque chose de plus... C'est plus le voyage, c'est plus le manque de quelqu'un non plus. C'est remplacé. Mais ça, on le voit dans la science-fiction depuis longtemps avec les gynoïdes de compagnie, ou quand on voit par exemple dans un roman de Serge Lehmann, Aucune étoile aussi lointaine, le personnage qui veut absolument être nôtre dans un monde où il y a des portes interstellaires, se fabrique une gynoïde pour avoir des rapports sexuels. Dans La petite bulle d'univers de Pierre Bordage, qui est sorti l'année dernière, il y a toute une relation entre un homme et une gynoïde. Une gynoïde qui est là pour l'aspect sexuel, mais aussi pour le cadrer et avoir en fait tous les rôles traditionnellement féminins. C'est vraiment tout le féminin, tout le rôle du féminin, de la geisha à la gynoïde, à la poupée sexuelle, qui est mis en avant. Est-ce que c'est pareil pour toi dans Thinking Eternity, dans ces hybridations? Est-ce que tu vas jusque-là? Alors, déjà, ouais, un peu, oui. Alors déjà, moi, j'ai pas mis en scène de poupée sexuelle féminine. Masculine, oui. C'est-à-dire que j'ai une scène où une de mes héroïnes se tape un robot, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et pour l'anecdote, c'était une scène que j'avais pas du tout prévue au début. C'est mon éditeur qui m'a dit rajoute, pour vendre, il faut mettre du sexe. Non, c'est pas tout à fait vrai, mais on l'a rajouté sur le tard. J'osais pas, en fait. J'osais pas, dans mon premier roman, j'osais... Bon, il y a des scènes de sexe évidentes, hein, mais j'avais des doutes par rapport à ça. Je me disais, est-ce qu'il faut les mettre, est-ce qu'il faut pas les mettre? Et en l'occurrence, on les a mises parce que ça sert le récit. Mais je n'envisage pas mes personnages, je n'envisage pas de ne pas raconter la sexualité de mes personnages. Et c'est dans un monde dans lequel, effectivement, il y a une intelligence artificielle qui gère tout, et qui se transpose dans des robots, et effectivement, donc, comme elle gère tout, elle gère en particulier la sexualité de au moins une... alors on ne sait pas pour les autres, hein, tout est vu par les yeux d'un seul personnage, enfin de trois, mais sur l'aspect sexuel c'est un seul. Donc oui, et j'ai jamais mis en scène j'ai mis en scène des vraies femmes, mais pas de sex-bot féminine. On va faire ça peut-être un jour.